Bonjour et bienvenue dans Rail Miniature Flash, la chaîne, nouvelle édition. Salut Philippe, comment ça va? Bah écoute, ça peut aller depuis la dernière fois. On est en forme. Oh bah, comme toujours. Le soleil sort, voilà, vous connaissez la suite, l'été va arriver, on va se faire plaisir Philippe, ça fait toujours plaisir de se rencontrer. Oh bah, déjà se rencontrer, il y a un peu de lumière, etc. Bah alors, c'est pas la période la plus propice au modélisme qui va arriver. Mais ça c'est clair, c'est plutôt l'automne-hiver, mais quand même, profitez-en jusqu'à l'été pour être à l'atelier et puis pour lire aussi les publications Rail Miniature Flash, puisque on a le 683 qui vient de sortir il y a une dizaine de jours. Donc je vous invite à le lire, parce qu'il y a deux très beaux réseaux qui sont présentés dans ce numéro, comme tu as pu le constater. Bien entendu. Avec une thématique la même, le Morvan, avec deux personnes, deux approches différentes, deux saisons différentes. Et puis c'est un passage de témoin d'une certaine façon, puisqu'il y a quelqu'un de très jeune, et puis quelqu'un de mon âge. Bon, bah, c'est génial. Et donc voilà, donc c'est disponible. Oui, tout à fait. Avec puis toutes les rubriques habituelles, les tutos, etc. Comme vous les appréciez, vous verrez. Encore un numéro solide, on peut dire. En tout cas, on tient à vous remercier de tous vos commentaires, de vos encouragements également pour l'émission qui a été faite dernièrement. Ça nous fait plaisir, ça nous conforte un petit peu dans cette idée de continuer ce moment un petit peu détente avec vous, voyez, où on échange, etc. Et en plus, on vous avait parlé d'une belle surprise avec les cahiers pratiques. La sortie des cahiers pratiques. Donc, bon, comme vous le savez, le nouveau numéro de Rail Miniature Flash est sorti, foncez. Mais à présent, les cahiers pratiques, donc Philippe, alors, les cahiers pratiques, on y est, parce que les voilà. Donc, le voici, le voilà. Le premier j'espère, d'une longue liste. Donc ces cahiers pratiques, comme tu peux le voir, c'est du pratique. Bien entendu. Bien sûr. Quel thème? Le thème, le montage de kit. Oh, un choix de thème justement qui n'est pas si évident que ça, qui peut faire peur à la fois aussi par certains pratiquants. Justement, c'est le montage de kit qui fait peur. Ah oui. Ce cahier pratique, il est destiné justement à désacraliser un petit peu ce difficile exercice. Parce que, particulièrement pour le kit laiton, c'est quelque chose qui fait toujours un peu peur. Le fer à souder, c'est effectivement pas totalement évident. On n'est pas tous nés avec un fer à souder, et c'est pas évident. Moi le premier, je vous avoue. Non, moi non plus. Il a fallu que je me mette aussi. Enfin, justement, vous verrez que c'est pas si compliqué que ça, qu'il faut forcément de la patience, un petit peu d'outillage, de la pratique, mais vous allez retrouver dedans un certain nombre de choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant et puis de enfin construire ces kits qui dorment dans vos placards, dans vos tiroirs, etc. Où vous avez des fois eu un petit peu crainte d'aborder ce sujet. Voilà, ça va vous aider. Et puis, comme vous pouvez le constater, le format, c'est un format, ce sont des cahiers pratiques. C'est un format qui est destiné à être pratique lui aussi. C'est un livre qui va vous accompagner sur votre plan de travail. Exactement. J'espère. Le début d'une longue série. Ah, c'est parti pour, puisqu'il y en a déjà plusieurs. Il chauffe, on l'avait dit la dernière fois, ça chauffe derrière. Il y en a plusieurs dans les tuyaux. Le prochain abordera un sujet de décor qui est lui aussi réputé, alors vous me permettrez l'expression casse-gueule, la représentation de l'eau. Et vous verrez effectivement toutes les méthodes que l'on peut aborder, par lesquelles on peut aborder effectivement la représentation de l'eau. On aura ensuite les rochers, effectivement, là aussi un sujet qui fait un petit peu peur parfois. Et puis après, normalement, on aura aussi quelque chose, je pense que là, qui va être très parlant pour beaucoup d'entre vous, sur la voix. Ouais. Donc, beaucoup de cahiers pratiques à venir. Là, c'est disponible, c'est sorti. Où se les procurer, bien entendu, Philippe? Ouais. Sur le site Rail Miniature Flash, la boutique, ou en exposition. On sera d'ailleurs à l'exposition de Gennevilliers, où je vous invite tous à venir nous voir et à venir découvrir cette exposition, qui est une sympathique exposition qui se fait tous les 3 ans en région parisienne. Et c'est important de le noter parce que
il y a de moins en moins d'expositions en région parisienne. Saint-Mandé est celle qui est la plus fédératrice, tout à fait, la plus régulière, puisqu'elle se fait tous les ans. Là, c'est tous les 3 ans. Et il faut encourager les organisateurs d'expositions, que ce soit en région parisienne ou ailleurs, mais en région parisienne, parce que la problématique aussi de la région parisienne, c'est le coût parfois des salles, les possibilités des fois limitées, etc. Donc voilà. Venez nous voir à l'exposition de Gennevilliers début avril, venez voir cette exposition et donc on se retrouve là-bas. À vos agendas. Vous aurez effectivement, vous pourrez faire l'acquisition du premier cahier pratique. Et puis sinon, la boutique en ligne, certains détaillants aussi, dont vous pourrez retrouver sur notre site internet la liste. Voilà. Donc la première nouveauté de ce printemps. Et il y en a d'autres qui arrivent. Bon, c'est parfait. On en parlera dans une prochaine émission. Ça va être musclé de plus en plus. Vos rendez-vous, vous allez voir, on va prendre du plaisir tous ensemble. Vous n'avez plus qu'à vous servir le soir un petit popcorn comme une salle de cinéma. Et c'est parti. Vous mettez votre programme Rail Miniature Flash, la chaîne, et on se divertit. Aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale. On va fermer la parenthèse donc de la thématique, la nouvelle sortie de Rail Miniature Flash, le premier cahier pratique, bien entendu. Mais Philippe, aujourd'hui, on est là avec des invités. On va passer un petit peu. On va vous faire plaisir, on va vous faire rencontrer dans le monde du décor, pour nos réseaux, bien entendu, et à toute échelle, bien entendu également. On va se faire plaisir en vous présentant des artisans qui nous font plaisir. Donc, la venue de ces personnes-là, c'est quand même quelque chose d'inédit sur la chaîne. Ah ben c'est inédit, on a une jeune existence, mais ça va devenir régulier, c'est quelque chose. On va vous faire rencontrer effectivement les acteurs de notre milieu, les gens que vous voyez des fois en exposition ou que vous ne voyez pas forcément en exposition, un petit peu les coulisses de notre petit milieu, et ça va être l'occasion de dialoguer avec eux. Ça sera l'occasion aussi pour vous de peut-être poser des questions à la suite de ceci. Et puis il y aura... vous pourrez d'ailleurs, je crois, ils sont pas venus les mains vides, ils vont vous montrer des modèles effectivement de leur création. Et il y aura des choses à gagner à la fin de l'émission. On y reviendra. Il faut rester jusqu'à la fin de l'émission. En attendant, nous, on va faire un petit clac comme ça. On va faire apparaître notre premier invité. Oui, il s'agit donc de construction vraiment artisanale, un petit peu nouveau dans le genre. On vous en dit pas plus. On se voit tout de suite après le jingle et on passe avec notre premier invité, Philippe. Oui. Et c'est toi qui es aux commandes. Oh là, c'est ça qui... Alors là... C'est Philippe qui mène l'interview. Rien que pour vous. On passe avec notre premier invité. Allez, de suite. On y va. Eh bien, on se retrouve avec Ludo de Modèle Pierre Bois, un des nouveaux acteurs dans le domaine du décor, avec des produits, il faut l'admettre, assez originaux, qui ont la particularité d'être déjà tout montés, décorés. Donc ça, c'est une approche assez particulière, qui se fait assez peu dans le domaine. C'est ce qui nous a paru intéressant de pouvoir souligner et de rencontrer son concepteur. Donc Ludo, tu vas te présenter un petit peu, parce que on te connaît pas. Voilà. Qui es-tu, Ludo ? Bonjour Philippe, merci pour l'invitation. Écoute, c'est grand plaisir. On s'était rencontrés brièvement à Meursault. Oui. Je viens vous présenter une marque que je développe depuis à peu près une année. Oui. Avec la boutique LF Modélisme, j'ai eu un très bon contact pour élargir la gamme sur des modèles en fait sur le thème de la pierre. Donc sur le réseau HO principalement, de retrouver des modèles typés sur la pierre sèche, la pierre maçonnée, la pierre liée, et d'avoir une proposition vraiment sur des modèles aboutis et finis. D'accord. Oui, tu proposes quelque chose où on n'a qu'à le poser sur le réseau d'une certaine façon. C'est ça.
Par contre, je vois le choix des modèles est assez, aujourd'hui spécifique. Qu'est-ce qui t'a amené? Tu es de quelle région, toi? Alors au départ, autour de Dijon, sur la Bourgogne. D'accord. Et c'est des modèles plutôt régionaux, C'est des modèles qu'on retrouve principalement dans la vigne, par exemple. D'accord. Et tout est décliné avec chaque région, effectivement. On retrouve ce type de construction en Provence. Ah, aussi? En Lozère, un petit peu partout en France. Il y a des versions différentes de ce genre de modèle. D'accord. Donc on peut retrouver sur un réseau, effectivement, sur toutes les régions, dans les champs, dans les vignes, et un petit peu à la montagne également, des modèles de ce type. Voilà. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ceci? Parce que tu es amateur de trains miniatures, c'est quoi ton parcours jusqu'à aujourd'hui qui t'amène à faire ce genre de choses? Alors au départ, j'ai travaillé pendant 25 ans dans l'industrie, l'industrie de précision, donc les microtechniques sur Besançon, la Suisse et puis Chambéry. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc j'ai des facilités pour la précision, pour un travail très abouti et très précis. Et conjointement, avec le décès de mon père, je me suis retrouvé avec un atelier qui était inutilisé pendant 15 ans. D'accord. Donc j'ai eu la possibilité en fait de développer cette équation, de proposer avec ce que je savais faire des modèles de... D'accord. Après un événement finalement malheureux, c'est un beau sourire. Je pense que ton papa serait content de voir cette continuité qui se fait, peut-être pas dans le domaine où c'était utilisé précédemment, mais voilà. Donc ça, c'est un joli clin d'œil aussi, je pense à la vie et au sort. Fait, ouais. Présente-nous un peu, montre-nous des modèles justement que tu fais. Pour vous présenter, par exemple, vous avez une gamme un petit peu détaillée HO et puis N éventuellement. Ah oui, tu déclines aussi les modèles en N et en 0. Voilà, vous avez des modèles sur les 3 échelles. Vous avez également du haut. Voilà, donc ça peut être carrément un gabarit supérieur. Effectivement, mais la même finesse, le même détail et la même matière qui est une pierre synthétique. Oui. C'est une pierre de gypse qui est très pure à 98% de gypse. Ah oui. Et il y a un indice de réfraction de la lumière avec le gypse, un petit peu comme la neige. Et du coup, il y a un côté un peu plus vivant. D'accord. On n'est pas dans le simple plâtre dentaire, là, on est dans quelque chose... C'est quelque chose de beaucoup plus pur et la formule chimique est différente, effectivement. Ouais. D'accord. Voilà. Et explique-nous un petit peu, mais comment tu fais un modèle comme celui-ci? Parce que alors on retrouve le même à 3 échelles différentes. Tu fais un modèle maître, c'est des moulages. Explique-nous comment tu arrives à ceci. Philippe, au départ, c'est un modèle qui est entièrement sculpté à la main. D'accord, là on est sur, il n'y a pas d'intervention machine comme par exemple un prototype qui serait en 3D ou en laser. Là, donc c'est de la gravure à la main. Tout est sculpté, gravé, brossé. Ah oui, d'accord. Vraiment au plus fin, avec souvent des loupes, mais des systèmes grossissants. D'accord. Mais pour avoir une texture vraiment qui rappelle la pierre. Ensuite, un moulage de l'original. Oui. Et après, une reproduction par coulage, mais surtout avec des vibrations. C'est-à-dire un moulage vibré, comme on dirait un ciment ou un béton vibré. Voilà, et puis pour chasser toute possibilité de bulles, etc. Parce que c'est ce qui était aussi, ce qui grevait un certain nombre de moulages anciennement, parce que c'était juste par coulage, il n'y avait pas de vibrage qui était fait en même temps, enfin pendant la prise. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on est sur du coup une capacité de reproduction de la finesse et de la texture qui est vraiment très très fine. Et après c'est d'agrémenter tout ça avec des coloris, c'est des pigments professionnels.
Voilà, justement, parce que donc on est sur du monté et peint. En fait, il n'y a rien à assembler par l'amateur. J'ai vu, pour le modèle en zéro, il y a la porte qui peut être rapportée. Voilà, mais pour le moment, c'est tout. La structure, le toit, les murs, tout est assemblé. Il n'y a pas... Tout est assemblé, fini. Et peint. Et donc, qu'est-ce que tu utilises comme... c'est du pastel, Ce sont des pigments au départ qui sont avec une recette que j'ai élaborée au fur et à mesure, avec des dosages très précis. Ah, c'est toi qui fais tes mélanges pour arriver... En même temps, il y a eu beaucoup d'essais. À base de pigments et quel liant tu utilises? Ça va être par exemple quand même sur la base de l'eau et de la gomme xanthame. D'accord. Ouais. Ah oui, donc là, des procédés purement artistiques. Oui, c'est vraiment... Comme le ferait presque un peintre ou... Tout à fait, c'est des fournitures comme ça de pigments très spécifiques. Et du coup, de reprendre vraiment la chaleur de la pierre qu'on peut voir partout en France et puis les régions, pour donner une thématique comme ça sur un réseau qui est quand même assez typé et puis personnalisé, quoi. Et chaque modèle est unique, chaque modèle est différent, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, comme il n'y a pas, c'est pas fait industriellement et à la machine, on a donc quelque chose qui est chaque fois totalement, je dirais, unique. C'est un petit peu, c'est toi qui décides ou, enfin, je pense que tu as t'as une base qui est commune, mais après ça évolue. Je vais dire par exemple, là on a une alternance de tuiles comme ça, sur un autre modèle, elle va être différente. Est-ce que tu fais un tout petit peu de patine des fois? Est-ce que tu fais des choses comme ça? En fait c'est un effet de la vie qui fait en même temps la patine. Et suivant la dose d'humidité qu'il y a encore dans la matière, en fait, à différents stades de séchage, on met des teintes différentes. Et à la fin, quand tout est sec, et avec ce voile de vernis céramique, on a un effet vraiment de patchwork et un effet vraiment artisanal. C'est ça que je voulais vraiment développer, c'est ce côté très artisanal de la fabrication, quoi. D'accord. Et justement, parce que tu es là... on va dire presque un des derniers représentants dans le domaine de ce qu'on appelait, je vais le globaliser dedans, la pierre synthétique, qui a, je dirais, les artisans dans ce domaine-là ont un petit peu disparu, sont un peu étiolés. Ça s'efface, cette technique s'efface par rapport au laser, même maintenant à l'impression 3D, etc. Toi, tu as décidé de garder le flambeau dans ce domaine-là. D'être vraiment sur cette texture intéressante, la pierre. D'accord, d'accord. Mais ce que je vois quand on discute et tout, c'est que l'artiste, enfin, ton passé de technicien, se joint aussi à l'artiste, puisque là, tu me dis, tu as fait pas mal d'essais, tu as procédé, puis tu as l'air de bien connaître effectivement je dirais les aspects techniques de tout ça aussi. Donc c'est un plus, on a un produit qui est sans surprise technique pour l'utilisateur et qui a une vraie touche artistique avec chaque pièce est unique. Merci. Effectivement. Alors, et la suite, donc maintenant? De développer des modèles de plus en plus grands ou élaborés, de plus en plus larges par rapport aux régions, et puis, mais qui correspondent bien quand même à une demande et à une attente sur les réseaux qu'on peut voir dans les expositions, et de compléter ce qu'on peut voir en apportant justement le prochain modèle. Tu as une idée déjà? Je pense que oui, bien sûr que tu as une idée sur le prochain modèle. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple une très bonne un modèle qu'on retrouve un peu partout en France également, c'est une chapelle, donc avec une micro-chapelle. Il y a un côté très terroir, très campagne, avec toujours cet effet de pierre, de patine, et puis d'usure par le temps, et puis suivant les régions, des types de pierres différents. D'accord, je pense que c'est une bonne initiative, parce que les édifices religieux, on en trouve partout, dans tout notre pays, mais on en retrouve beaucoup moins sur les réseaux.
c'est assez curieux. Je dis pas que bon, ça n'a aucun côté je ne fais pas de promotion de culte, etc. C'est simplement une réalité objective. Donc bon, écoute, le démarrage est bon en tout cas. Oui, avec l'accueil des amateurs. Avec la boutique LF Modélisme, je vous conseille de découvrir les modèles. Voilà. D'accord. Bah écoute, merci Ludo. Je te dis au revoir. Merci. Et puis bon succès. Et puis vous aurez un modèle à gagner à la fin de l'émission. Ludo nous offre un modèle. On vous expliquera comment procéder. Merci. Et puis à très bientôt sur une exposition. Merci. À bientôt. Il y a peu, l'équipe de Rail Miniature Flash était également de la fête à la 3e édition du Salon international du train miniature en 2026 à Bourges. C'était dernièrement et toute l'équipe vous a rassemblé quelques images et vidéos de ce moment magique. Je vous laisse en profiter. Encore un grand merci pour toutes ces images de l'équipe Rail Miniature Flash.
Philippe, plus qu'intéressant cette première rencontre justement avec modèle Pierre Bois. Oui. Magnifique. Oui. Et surtout, effectivement, une approche artisanale, de modèles uniques, etc. Il a sa place dans le domaine. Enfin, cette démarche, je veux dire plus globalement que pour Ludo, cette démarche a encore sa place. On l'oublie un petit peu souvent au moment où d'autres techniques se sont un petit peu imposées. Il y a toujours effectivement la place pour ceci. En parlant d'imposer, ton interview là. Dites tout ce que vous en pensez, Philippe, dans le rôle justement du meneur d'interview là. C'est plutôt pas. Sans transition, on va passer justement en parlant de vous, lecteur fidèle de la chaîne Rai Miniature Flash. Vous avez posé aussi des questions et on a d'ailleurs un lecteur. Je mets les lunettes bien entendu. Ah oui, parce que c'est une question qui est quand même. On a Julien qui te pose plutôt une question à Rai Miniature Flash. On connaît un petit peu le contexte actuel des choses actuellement dans la distribution et il nous dit bonjour. Dans le cas où la Poste, donc un service de distribution en France, pourrait en raison des conditions actuelles arrêter la distribution des revues spécialisées à domicile. Comment envisageriez-vous l'avenir de Rai Miniature Flash? C'est une belle question parce que c'est vrai que le contexte actuel n'est pas évident. Alors, ça, c'est plutôt une question intérieurement donc de la revue, c'est ça? Plus généralement, même ça concerne aussi mes confrères. Parce que, alors, je vais essayer de poser le contexte général parce que, en fait, la distribution, elle se fait par deux canaux principaux. Ces canaux principaux, c'est la distribution presse, donc vous trouvez dans vos points presse, etc. C'est à peu près aujourd'hui 80% de nos lecteurs qui achètent en kiosque. Ça, c'est quelque chose que les gens aiment bien, cette proximité avec leur point de vente, souvent leurs kiosquistes, ils vont acheter d'autres magazines. Tout. Alors, je vais revenir là-dessus, parce que c'est là où, effectivement, il risque d'y avoir une réelle évolution. Je vais vous expliquer pourquoi. Deuxième canal de distribution, c'est l'abonnement. L'abonnement pour ceux qui sont effectivement abonnés. Vous connaissez, vous recevez dans votre boîte aux lettres ceci. En France, c'est très peu. Alors, il y a une troisième possibilité de distribuer. Enfin, même deux autres. Vous pouvez acheter les numéros sur notre site internet. Bien sûr. Et puis, c'est moins courant en France, ça a été plus répandu, et ça se fait encore dans pas mal de pays étrangers, c'est la distribution par le canal des détaillants spécialisés. Okay. À titre d'exemple, la plus importante revue au monde, Model Railroader, aux États-Unis, c'est à peu près... je crois que c'est des chiffres qui sont anciens, parce que ça a baissé là aussi. Sur 150 000 exemplaires, il y a une dizaine d'années, qui étaient distribués. Il y en avait 30 000 par le canal des détaillants spécialisés et très peu de la presse, parce qu'en fait, aux États-Unis, il n'y a pas de point de presse comme chez nous. Enfin, en tout cas, sur le même modèle. Et il y avait 120 000 abonnés. Ah oui. Donc voilà, ça donne un peu une idée. Alors, nous, aujourd'hui, et pour répondre à la question de ton lecteur, c'est pas tant le problème de la Poste. La Poste, si tant est que la Poste arrêtait ce genre de distribution, et à mon avis, c'est pas là-dessus qu'elle risque d'arrêter. Ce qui est en train de se profiler, c'est que la Poste va un moment ou un autre, peut-être, arrêter la distribution du courrier ordinaire, puisque il a chuté, mais dans des proportions phénoménales. Dans d'autres pays, c'est déjà des entreprises privées qui assurent cette distribution. Ça paraît, j'irais, historiquement un peu aberrant, parce que ça faisait partie des... et ça même du temps de l'Ancien Régime, et puis après avec la Révolution française, en tout cas en France, ça faisait partie, c'était une sorte d'obligation d'État. D'accord. Ce genre de choses. Bon, tout ça a évolué. Si tant est que la Poste arrête quelque chose, je ne pense pas que ce sera effectivement la distribution des magazines, de choses comme ça. Maintenant, si tant est
que ça puisse arriver. On trouvera une alternative. Il y aura une alternative, je pense, de privé qui assureront ce genre de choses, qui se substitueront à la Poste nationale. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est ça qu'il faut rassurer aussi le lecteur. Pas d'inquiétude à avoir sur l'arrivée de leur revue. Alors, de toute façon, je pense, parce que là, en fait, la question, elle sous-tend quelque chose, c'est dans la distribution de la presse spécialisée, particulièrement la presse spécialisée. Alors, on en vient de ce fait à la distribution en kiosque. Alors, la distribution en kiosque, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous achetez la revue 12,90 € pour les 132 pages de rail miniature flash, plus de la moitié, donc plus de 50%, va au distributeur pour cette distribution. Ouais, ça rémunère le distributeur qui va acheminer ça dans des dépôts. Il y a plusieurs strates, il y a des dépôts régionaux et ensuite il y a le point de vente. Ça rémunère aussi le point de vente. Mais imaginez-vous quand même que, donc ça veut dire que nous, on doit faire une revue avec les 6 € et quelques restants, le reste étant effectivement à la distribution. Bien entendu. Alors, il y a un chiffre, je vais vous donner un chiffre qui n'est pas rassurant, alors qui nous, ne nous concerne pas directement, parce que on peut constater que la presse spécialisée et les presses de niche comme nous résistent beaucoup mieux que la grande presse. Bon, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une érosion néanmoins, mais qui est assez limitée, je dois quand même l'admettre. Mais quand même, il y a des chiffres inquiétants. Mais par exemple, notre distributeur, en 5 ans, les volumes ont baissé de 44%. Bien sûr. Donc on est à moins 44% de volume distribué. Ouais. Donc ça va impacter à un moment ou un autre le réseau, la densification qui existe sur les points de vente. Les points de vente, il y a des points de vente qui disparaissent chaque année. Il y en a même de manière assez conséquente, il s'en crée assez peu. Donc on a là un problème qui va être amplifié parce que la presse, ce qu'on va appeler la grande presse, la presse quotidienne, il y a alors, on l'annonce, enfin, c'est envisagé depuis des années, en fait, qu'elle quitte le domaine des kiosques. D'accord. Donc à ce moment-là, ça risque d'être un séisme pour effectivement les points de distribution. Je vais donner quelques chiffres. Simplement, en 2024 ou 2025, le monde se targuait d'avoir dépassé les 500 000 abonnés numériques. Ouais. Et aujourd'hui, la distribution en kiosque du monde, je sais pas, donne-moi un chiffre. Ouf, c'est difficile. Je sais pas, donc comme ça. Quotidiennement, combien d'exemplaires sont mis en kiosque? En kiosque des milliers. Enfin, oui, des milliers. Des milliers, mais alors, je serais incapable de te dire un chiffre. Je vais te dire, non, mais moi je vais te dire le chiffre de vente. Aujourd'hui, c'est 30 000 exemplaires. Ah oui. Oui. D'accord. Donc on part de plusieurs centaines de milliers au début des années 2000. Oui. Donc aujourd'hui, c'est 30 000 exemplaires. Les abonnés papier, c'est pareil, c'est des chiffres extrêmement bas. Parce que les abonnés dont je te parle, les 500 000 abonnés, c'est des abonnés numériques. Bien sûr. Donc, on voit la transformation, effectivement, qui s'opère. Bon, en tout cas, pour répondre à Julien, il n'y a pas vraiment d'inquiétude dans l'immédiat. Non. Alors, il faudra des années avant que quelque chose, un cataclysme peut-être, se passe pour qu'il n'y ait plus votre revue dans votre boîte aux lettres, tout simplement. Quand même, attends. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je fais cette présentation sur l'évolution de la presse, etc., c'est que peut-être ce qui risque de se passer, à un moment ou à un autre, économiquement, il ne sera plus viable pour nous de distribuer dans les kiosques. D'accord. Et donc, on sera peut-être obligé à ce moment-là d'envisager de ne plus être distribué que sur abonnement. Et je dis nous, je
mes confrères risquent d'être à la même enseigne. Donc ça, c'est une des évolutions qui peut se passer. Mais pour la distribution dans votre boîte aux lettres, en tout cas, si en plus c'est cette évolution qui doit se faire, ne vous inquiétez pas a priori. Bon, c'était une belle question. On retrouvera tout à l'heure un invité pointu sur le plateau. Pointu, bien entendu, parce que ça touche bien entendu vous lecteurs. L'arrivée dans la boîte aux lettres d'autres revues spécialisées. Et on aura tout à l'heure aussi un lecteur qui sera ici sur le bateau pour te poser une question. Donc on reçoit aussi des lecteurs pour poser des questions. Mais en attendant, je vais te relaisser un petit peu ce rôle de meneur d'interview avec justement... on va retrouver un des acteurs du domaine du kit de décor ferroviaire. Donc voilà. C'est tout de suite pour vous. Et puis voilà, Philippe, c'est toi, c'est parti. Allez, on y va. Eh bien, me voilà maintenant avec Axel Vega. Je pense que t'es pas, une figure inconnue du milieu, puisque tu fais quand même pas mal d'expositions maintenant. Mais en même temps, c'est une entreprise jeune, Axel Vega, Axel Bazar. Présente-toi et puis explique-nous un petit peu ce parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce genre de choses? Pourquoi as-tu choisi l'artisanat? Tu aurais pu faire, je sais pas, par exemple, tu aurais pu vouloir aller sur Mars comme Monsieur Musk ou des choses comme ça. Pourquoi l'artisanat ferroviaire? Explique-nous. D'abord, bonjour Philippe. Je suis ravi d'être là. Et de pouvoir un peu m'exprimer sur mon travail. Donc j'ai commencé il y a déjà quelques années maintenant. Ça fait combien de temps? Ça fait 3-4 ans? Ouais, même 2021, le début officiel. Ah oui, donc tu vois, je voyais ça un petit peu plus récent. Ça a commencé par les véhicules en impression 3D, c'est vrai. Qui ont disparu malheureusement assez rapidement. Oui, à cause de la fin de Shapeways. Voilà. On espère d'ailleurs, moi à titre personnel, revoir ces véhicules un jour. Ouais, moi parce qu'il y avait des choses vraiment sympas. Mais c'est un petit peu compliqué pour le moment. Donc je me concentre le plus possible sur les bâtiments en découpe laser. Justement, mais c'est quoi ton parcours? Tu viens d'où pour avoir abordé cette thématique? Alors, il y a un goût pour la maquette au départ. Ouais. Il y a des études d'architecture qui viennent se greffer là-dessus. Ah oui, ça aide un peu aussi quand même. Un petit peu. La maquette reprend le pas. Et donc, à un moment, ça se cristallise. Et ça a pris cette forme de fabrication de kits, de bâtiments plutôt tournés sur un univers urbain, du moins en HO, un peu plus ferroviaire en N, et puis aussi d'autres petits compléments comme du mobilier urbain, comme des... Donc là aujourd'hui, les bâtiments, c'est essentiellement de la découpe laser. Pourquoi le choix de la découpe laser? Alors la découpe laser, ça permet de faire pas mal de choses. Pour moi, ça me permet d'être complètement autonome, donc de ne pas avoir à sous-traiter. Ça veut dire que tu as une ou des machines et tu fais tes découpes toi-même. Voilà, je fais mes découpes moi-même. Ouais. Je ne me contente pas de faire les dessins. Juste le dessin, et tout. Tu as investi pour pouvoir être complètement autonome. Exactement. Et maîtriser toute la chaîne. Exactement. D'accord. Et il y a quelques petits compléments en impression 3D, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a notamment la colonne Maurice, mais c'est à peu près plus des petits détails maintenant qui rentrent dans les kits. Mais voilà, pour l'impression 3D, c'est à peu près tout. D'accord. Et tu me disais donc plutôt du bâtiment urbain, je le vois avec ta gamme, tu t'es assez spécialisé. Disons que je pense que c'est à la fois par goût et aussi parce que tu as senti qu'il y avait un créneau du marché dans ce domaine-là. C'est parti un peu par un goût personnel. D'accord. Autour de la petite ceinture, faut bien le dire. Autour des quartiers urbains, mais un peu plus faubourg que centraux.
avec des maisons aussi de tailles diverses, d'architecture un peu diverses, qui peuvent aussi trouver leur place sur un décor qui va représenter des villes plus petites, quoi. Ouais. Oui. Alors juste pour l'anecdote, mais tu parles de la petite ceinture, je vois beaucoup de bâtiments parisiens et tout. Et tu es lyonnais en plus. Et je suis lyonnais, oui. Donc il y a quelques bâtiments lyonnais. Mais pourquoi ce choix de... T'as vraiment quelque chose qui t'attire. Tu avais fait aussi l'Hôtel du Nord, le long du canal. Voilà, j'ai quand même vécu à Paris, donc pas très loin de l'Hôtel du Nord. Donc c'est aussi ces quartiers du côté de la rue Ménilmontant, du côté de la rue d'Oberkampf. C'est des choses qui te parlent assez fortement. C'est des choses qui ont marqué mon esprit parce que en les traversant tous les jours, il y a toutes des immeubles qui marquent et voilà, qu'un jour on s'en souvient, on va chercher de la doc et puis ou simplement du Google Maps et puis voilà. Il faut admettre malgré tout que ces immeubles, même s'ils sont parisiens, ont une architecture relativement anonyme, enfin anonyme pour certains, qui fait que on peut très bien les retrouver dans une ville de province, complètement. Même un bourg de moindre importance. C'est pas quelque chose qui est trop problématique. À ce niveau-là. Et on peut par exemple remplacer la toiture par une toiture Redutex en tuiles. Et voilà, on change. Montre celui-ci. Le Café Dupont qui a cette marquise devant qui est assez chouette. Donc c'est un modèle qui s'inspire d'un café parisien qui a été démoli dans les années 60. Ça, c'est un modèle. Il est complet, c'est pas juste la façade, c'est pas un modèle de fond de décor. Là, là c'est un modèle complet qui a la particularité d'être visible sur les 3 faces, ce qui fait que on peut démarrer un petit îlot fin derrière. Oui, parce que celui qui est à côté, par contre, là on est sur une demi-coupe, on est sur une façade, un modèle de fond de plutôt décor. Pour le fond de décor. Ça. Voilà. Ou éventuellement, celui-là en particulier, il peut être un côté de décor et on peut faire sortir une voie de tramway vers une coulisse. Oui. C'était le cas réellement, non. C'était pas le cas, mais mais le gabarit le permet. Voilà, c'est une rue qui est dans le modèle réel, c'est une rue, c'est pas une entrée de cour. D'accord, on a un modèle assez sympathique. Celui-ci est plus pareil. On a une architecture finalement assez neutre, si je puis dire. Il s'inspire d'un modèle parisien. Là, on est rue de Charonne, on est rue de Lappe, donc dans le quartier de la Bastille. Donc voilà, c'est un immeuble qui m'a attiré par ses formes. On met un toit en tuiles mécaniques, complètement, ou en ardoise, et on est ailleurs finalement. Exactement, voilà. C'est plutôt un peu la typologie du bâtiment qui m'a attiré plus que le quartier à reproduire. Tout à fait. Voilà. Alors moi je vais montrer c'est une nouveauté, je crois. Une nouveauté. Qui est en cours de développement, c'est pas sorti encore. Si, elle est sortie. Elle est sortie, ça y est. Elle est disponible maintenant. Donc voilà. Alors je sais pas si vous le voyez bien et tout. C'est une superbe façade d'un magasin des Nouvelles Galeries. Il était situé où celui-ci ? À Pau. À Pau, je le connais en plus. Voilà. C'est pour ça que je voulais être sûr. Parisien et du Lyonnais. Et alors, magnifique, tout à fait début du XXe siècle, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, il a été repris dans les années 30 déjà. Et l'architecture a été simplifiée. D'accord. C'était plus une architecture Art Nouveau. Qui a été transformé en art déco par simplification, par suppression des moulures, et on a ça. Là, on sort d'une neutralité, parce que ce qu'on voit souvent dans les réseaux, effectivement, c'est des villes où je dirais tout est neutre, alors qu'en fait est assez monocorde. Alors que ce que l'on voit quand on observe la réalité, c'est qu'on a une floraison de styles, et puis on a des fois des choses assez flamboyantes comme ça. Et au niveau de la construction d'un décor, c'est bien d'avoir des points focaux.
de ce type-là. Voilà. Enfin, à mon sens, oui, donc c'est bien d'avoir des beaux bâtiments remarquables et à côté de mettre des choses soit plus ordinaires, comme dans la réalité, soit qui ont des volumes variables pour que les épandelages soient variés, que ce soit pas trop homogène. D'accord. Pour conclure, Axel Vega, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu prépares? Est-ce que tu vas aller un peu plus vers... Tu fais déjà un certain nombre de ponts, de choses comme ça. Est-ce que tu vas aller un peu plus vers le ferroviaire? Non, tu m'as parlé d'autre chose. Il y aura des ouvrages d'art. Sinon ça sera... Tu m'avais parlé tu vas aller aussi vers une gamme plus industrielle. Voilà, il y aura autour d'une usine des éléments qui permettront en s'agglomérant de constituer une usine et un décor industriel. Bon, c'est super. Alors, écoute, je te salue, je te remercie d'être venu, et puis Axel Vega va nous offrir aussi un kit que vous pourrez gagner. On vous expliquera en fin d'émission, effectivement, pour ça. Merci, et puis à bientôt sur une exposition. Allez, voilà. C'est parti. Au revoir. Que de belles choses on découvre aujourd'hui dans cette nouvelle édition, plutôt votre émission. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce genre de contenu familial. On se fait plaisir bien avant tout. Oui, on va pas faire on fait pas de formalisme. Voilà, exactement. On est entre nous. On est entre amis avec vous. Entre modélistes, on discute, on découvre. Voilà, vous aurez d'ailleurs dans les prochaines émissions, on ira voir l'envers du décor. On ira découvrir aussi certains de vos fabricants préférés. Bon, super. On avait donc deux artisans physiquement avec nous sur le plateau, mais il y a quelque chose aussi qui nous est arrivé. Donc, je te laisse présenter sommairement. Alors, aujourd'hui, on va faire une présentation sommaire, mais il se pourrait que dans le futur, on ait peut-être la visite. C'est bien possible. Alors, c'est Bastrin, dont vous avez peut-être entendu parler, que vous avez peut-être découvert à Bourges il y a peu de temps. Bastrin, c'est un nouvel artisan qui effectivement investit lui aussi le domaine du décor ferroviaire. D'accord, très bien. Avec des produits, lui, beaucoup plus orientés ferroviaires, et avec l'idée de faire des kits qui soient des kits qu'on va
qualifié de basique. Ok. Les détails, etc. sont à rajouter par l'amateur, suivant vos envies, votre niveau d'exigence, etc. Et là, on est effectivement sur du kit ferroviaire. Alors, il y en a un qui est assez intéressant, enfin, ils sont tous intéressants, mais j'en présente un, c'est un bungalow infra. Donc ça, on est sur des périodes récentes, 5-6, avec ces bungalows que l'on trouve sur les wagons plats. C'est un petit kit de début qui est facile à monter, facile à mettre en œuvre, que l'on peut décorer, patiner à son envie. Donc ça, c'est très bien. On a là quelque chose qui est un petit peu plus ambitieux, tout en étant de taille modeste, une remise à locotracteur. Alors, une architecture béton qui commence à être construite à la fin des années 20 et que l'on trouve sous cette forme-là, je pense, jusqu'aux années 50 à peu près. Donc ça, c'est quelque chose où on peut garer un petit locotracteur, une draisine, tout. Alors, dans un domaine SNCF, dans les emprises SNCF, mais aussi, justement, voilà, ça compléterait ce que Thierry envisage dans l'industriel. Donc, c'est une bonne initiative aussi, parce que c'est un modèle qui est relativement petit, simple à construire, peu onéreux. Voilà. Et là, quelque chose de plus ambitieux, un atelier de levage de voies pour locomotives thermiques. Oh, génial. Voilà. Ça, c'est un kit qui est déjà beaucoup plus important et qui est modulaire, qui peut être agrandi en longueur, en largeur, qui n'est pas... De mon expérience, je pense entre autres à l'atelier qu'il y a au triage de Mulhouse Nord. Il sert d'atelier de réparation de wagons, de maintenance. Donc c'est quelque chose dans les emprises ferroviaires qui peut être tout à fait intéressant à avoir et qui s'adapte à vos dimensions. Vous pouvez avoir un seul kit ou plusieurs. En largeur, il s'agrandit, en longueur aussi. Donc tout ça, c'est quand même des arguments intéressants. Donc tu l'as dit, c'est Bastrin. Bastrin, voilà, c'est nouveau. Donc à découvrir directement sur son site internet ou en exposition. Et prochainement, pourquoi pas, dans une intervention avec nous. On refera de toute façon avec d'autres artisans ce genre de discussion. Donc voilà. Voilà, Bastrin, c'est nouveau. Et Bastrin nous fait gagner aussi. Également. Vous fait gagner. Parce que restez là jusqu'à la fin de l'émission, bien entendu. Vous fait gagner un des kits. Donc vous restez jusqu'à la fin de l'émission. On vous expliquera comment et vous aurez un kit à gagner. La remise à locotracteur. Voilà. Bon, super. Maintenant, il est l'heure pour nous d'accueillir un lecteur ici sur le plateau qui va poser une question essentielle à Philippe. Avant de nous séparer tranquillement, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Je sais que même vous, déjà, vous êtes en train de râler. Ah, ça dure pas plus longtemps. On est là, on se fait plaisir. De toute façon, ils nous connaissent. Ils nous connaissent. Bien on parle. On est des bonnes langues, bien sûr. À parler comme ça. Allez, on invite le lecteur, la question, et puis, puis on se dit au revoir en toute amitié. Allez, c'est le lecteur, c'est la question. Le lecteur maintenant. Bien, mais Alex, donc tu as une question à me poser, oui, une question assez essentielle dans la globalité. Je voulais savoir, Philippe. Maintenant, actuellement aujourd'hui, j'aurais souhaité savoir comment se porte le monde du modélisme ferroviaire avec la hausse des tarifs et ce, sur tous les modèles et toutes échelles confondues. Ah, alors là, nous voilà encore dans une question bien costaud. Ça va être en 3 minutes, ça va être très compliqué de te répondre. Je pense qu'on réabordera cette question dans sous d'autres aspects, dans d'autres émissions. Bon, je vais essayer de faire simple. Le marché du modélisme aujourd'hui, je peux pas dire qu'il se porte mal en tant que tel. Dire qu'il se porte au mieux, ça, ce serait encore une autre paire de manches. Alors, je vais me dire, ça, c'est une réponse de Normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En fait, il est difficile d'y répondre par un oui ou par un non assez franc. Je pense, au vu des évolutions qu'on a, comme pour la presse, on est dans une période de charnière, un peu de transition. Les événements en plus qui se passent aujourd'hui dans le monde ne seront pas sans incidence.
parce que tu sais bien que pour faire un modèle qui est maintenant produit généralement en Chine, à l'autre bout du monde, alors je dis pas que les modèles qui sont produits en Chine passent par le détroit d'Ormuz, non, bien sûr. non. Mais par contre, l'essence, enfin le carburant qui sert à alimenter ce qui fait tourner les usines en Chine, etc. et tout, il y en a 80% qui viennent du détroit, de la zone du Golfe Persique. Donc, ne serait-ce que ça pourrait encore avoir une incidence. Maintenant, tout le monde est conscient, que ce soit les amateurs en premier lieu, mais les fabricants aussi, que l'augmentation qu'il y a eu continue du prix des modèles, maintenant on constitue un frein par rapport à ce qui est possible, parce que les amateurs ont atteint pour beaucoup un prix psychologique, mais il n'y a pas que le prix psychologique, il y a aussi ce que l'on peut finalement s'offrir avec un budget train. Le budget n'est pas extensible à l'infini, donc il y a un moment, il va falloir contenir ceci. Alors, contenir ceci alors que les modèles ont connu des progrès tout à fait fantastiques. Qualitatif, on retrouve pas mal de bonnes choses maintenant, c'est vrai. Ce que moi j'ai connu il y a 40 ans, ou même il y a 20 ans, etc. Même en rêve, on ne pensait pas qu'on aurait ceci. Donc, quelle solution pour essayer de contenir ceci? C'est probablement des modèles peut-être un peu moins compliqués. Les vapeurs, c'est des choses qui risquent de se faire moins. C'est très technique. C'est très compliqué effectivement à mettre en œuvre. Alors il y a des réponses qui commencent à apparaître, on prend par exemple RE avec sa gamme Access, on voit Jouef avec la gamme Loisir. Les prix sont contenus, c'est moins détaillé, c'est moins fouillé, il y a... c'est pour toutes les bourses. Il y en a pour en tout cas, ça rapproche effectivement de toutes les bourses. On voit aussi comment les modèles d'occasion... Il y a un marché de l'occasion dans le modèle. Il y a un marché de l'occasion qui tend à se redévelopper. D'accord. Donc voilà, ça c'est des pistes qu'il peut y avoir. Maintenant, tout le monde est conscient effectivement que ça ne pourra pas durer comme ça, l'explosion des prix. D'accord, très bien. Alors, il y a des raisons à tout ça, on reviendra sur ça, et c'est quelque chose qu'on va aborder, dont on va discuter dans notre prochaine émission, avec justement un des acteurs majeurs en France, des fabricants. Voilà. Eh ben super, merci beaucoup Philippe. Écoute Alex, avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Quel plaisir Philippe aujourd'hui, de belles surprises, de belles annonces, de belles questions pertinentes pour alimenter cette toute nouvelle émission Rail Miniature Flash. On l'a bien dit, il y a des choses à gagner Philippe. Comment est-ce qu'on va faire Alors, je n'en sais rien, je te le dis très franchement. Eh bien, écoutez, en toute simplicité, parce que nous, c'est la simplicité aussi également. Oui. Alors, on a donc le modèle Pierre-Bois, on a donc Axel Bazar et Bastrin. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de commenter cette vidéo, tout simplement en étant abonné, bien entendu. Alors, il faut s'abonner à Rail Miniature Flash. À la chaîne Rail Miniature Flash. Voilà. Et puis, commenter en toute sympathie. Oui, et puis on tirera au sort un commentaire. Trois commentaires. Et puis les trois kits, les trois offres seront à gagner. Donc voilà, vous commentez, on tirera au sort donc 3 personnes pour pouvoir faire gagner aléatoirement soit modèle Pierre-Bois, Axel Bazar, Bastrin. Ce sera et puis après, totalement au hasard. Au hasard, voilà, tout simplement. En tout cas, il y a 3 produits d'exception qu'on a présentés aujourd'hui. Et je tiens à remercier effectivement les 3 invités pour leur offre. Bien parce entendu. Que c'est très sympathique et on essaiera comme ça, au fur et à mesure, de vous faire gagner des petites choses quand c'est possible. Bien entendu. Je voulais attirer votre attention sur le fait que, en même temps, avec Philippe, on essaye donc dans ce format un petit peu familial. On est là. Imaginez ce soir vous
rentrée, vous avez passé une journée terriblement ennuyeuse, parce que y en a parfois des journées ennuyeuses. Et puis comme un Moi, j'en connais pas trop, mais oui, il y en a. Le message qu'on veut essayer de faire passer avec ce format qu'on essaye donc de vous faire connaître avec Miniature Flash, la chaîne, c'est un format familial où est-ce qu'on serait comme si on était autour de la table avec vous, passionnés de modélisme ferroviaire, à échanger autour de notre passion et en fait à prendre ce moment comme un divertissement unique et différent. Oui, c'est ce qu'on a, je crois, déjà abordé, mais c'est vraiment ce qu'on veut, c'est-à-dire il n'y a pas de formalisme, on est là, on est entre amateurs, on est entre modélistes. C'est comme quand vous venez nous voir sur un stand, c'est comme quand on est off dans les allées d'une expo, on discute à bâton rompu de choses et d'autres, on se tutoie parce qu'on est tous des amateurs. Voilà, et c'est à la bonne franquette. Eh bien voilà, c'est... vous l'avez vu, il y a des fois on balbutie, il y a des erreurs, il y a des trucs comme ça. Il n'y a pas de filtre. C'est pas grave. On le fait en live. On le fait en live, nous. Hein. Totalement en live. Hein. Voilà, il n'y a pas de replay, il n'y a pas de tout ça. Vous allez voir qu'il y a des témoins, il y a beaucoup de témoins avec nous. D'ailleurs, on n'est pas sans vous cacher que l'émission, il y a quand même pas mal de monde autour de nous, vous ne le voyez pas. Mais on peut quand même s'applaudir, je pense, tous ensemble. Vous voyez, vous pouvez l'entendre, il y a quand même pas mal de monde qui anime l'émission. Merci à tous. Merci à tous. Et puis, on se voit assez prochainement. Pensez à venir nous voir à Gennevilliers, en tout cas. Et puis dans la prochaine émission, des belles surprises. Par rapport à la question d'Alex, on va pouvoir effectivement rebondir et on va en parler avec un professionnel. Avec des professionnels. Ça vous attend, ou plutôt nous vous attendons sur votre prochaine rendez-vous avec cette prochaine émission. Merci à vous en tout cas. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, faites connaître la chaîne autour de vous et puis on se retrouve pour un moment de convivialité. On ne sait pas, bientôt. On vous donne rendez-vous. Ciao mon ami, salut. À bientôt et vous aussi régalez-vous, à bientôt. Salut, ciao.